Et aujourd'hui, nous allons parler de biomimétisme. Et Gauthier Chapelle nous dira que sa réflexion dépasse largement la simple question de savoir comment la nature peut nous inspirer pour innover. En tout cas, il tient particulièrement à coller à cette réflexion un principe important qui est celui de la durabilité. Il nous détaillera ça dans son intervention. Donc, c'est vraiment à une réflexion très globale que Gauthier Chapelle nous invite. Comment être durable en nous inspirant des principes du vivant. Et il va répondre à cette question en mettant notamment l'accent sur des applications en matière d'alimentation. Et Gauthier Chapelle, je vous le présente, il est là, vous le voyez, il est apparent, sa caméra est allumée, merci. Ingénieur agronome, docteur en biologie, il a inspiré et cofondé la SBL Biomimicry Europa pour promouvoir le biomimétisme en Europe. Il a différentes activités encore, je ne vais pas être exhaustive. Il est aussi l'auteur de différents ouvrages et livres assez engagés. Et après l'avoir écouté, eh bien, de l'alimentation, on passera à une réflexion sur l'eau avec Nicolas Van de Waal, qui est docteur en sciences, professeur à l'Université de Liège. Il dirige le GRASP, qui est un laboratoire de recherche en physique qui étudie plus particulièrement le comportement des fluides. Donc Nicolas Van de Waal, en tant que physicien, est régulièrement amené à s'inspirer du monde du vivant pour mieux appréhender certains phénomènes physiques qu'il reproduit, modélise en laboratoire. Et lui, il partagera avec nous des recherches en cours dans son laboratoire, plus spécifiquement engagées sur un projet de filet à nuages, un projet, un joli nom, je trouve, qui s'inspire donc des comportements de la nature pour capter l'eau en milieu très aride. Bonjour à toutes, bonjour à tous, en dehors de ceux à qui j'ai déjà dit bonjour dans la petite salle. Tout d'abord, je voulais remercier de l'invitation. Je disais à l'instant qu'il n'y a jamais trop d'occasion de parler de ces sujets-là. Le biomimétisme, moi j'y suis depuis une quinzaine d'années et j'y crois en tant qu'outil très important à la fois pour maintenant, en pré-effondrement de civilisation, ça c'est un autre sujet que je glisse au passage, pour quand la situation se compliquera et certainement pour l'après. Le fameux monde d'après dont on parle aussi par rapport au coronavirus, dont on ne sait pas encore si on va réussir à le monter, il aura certainement besoin du biomimétisme et des principes du vivant. Vous voyez que le titre, j'ai poussé aussi cette idée de civilisation post-pétrole. Ce n'est pas une lubie personnelle, encore que ça le devient, c'est juste aussi ce que nous demande tout simplement le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'études du climat, pour que la situation climatique ne tombe pas à la catastrophe. Il nous faut quasiment sortir des combustibles fossiles. J'ai mis post-pétrole, j'aurais pu mettre post-charbon et post-gaz aussi. Donc voilà, c'est vraiment dans cette direction-là, moi, que j'ai toujours travaillé sur le biomimétisme quand je l'ai découvert dans les écrits de la naturaliste américaine Janine Benyus. Et du coup, c'est l'occasion pour moi. Oui, je vois, j'ai encore une petite ligne à commenter. Donc, en même temps, je suis naturaliste. L'avantage pour moi d'être naturaliste, c'est que ça donne une vision systémique presque de facto. On ne sait pas faire autrement quand on s'intéresse aux oiseaux, plantes, aux champignons, aux insectes, etc. On arrive très vite à la dimension écosystémique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui continue à me porter tous les jours. Et puis, j'ai marqué aussi que j'étais papa, ce qui est une motivation très importante. J'ai deux grands ados avec qui je discute de tout ça et un petit bonhomme de 3 ans à qui je montre les émerveillements de la forêt, chaque chose en son temps. Et, et voilà, et ça fait partie de ce qui me met en mouvement chaque matin, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Alors, je voulais démarrer d'abord avec cette précision sémantique sur le biomimétisme que Delphine Buchet a plus ou moins introduit tout à l'heure. Donc, strictement, le biomimétisme, c'est s'inspirer des organismes vivants pour des innovations humaines. Ici, moi, celui qui m'a toujours intéressé et sur lequel je mets le focus aujourd'hui, c'est uniquement le biomimétisme à finalité de durabilité, en partant du constat que, par définition, toutes les espèces qui nous entourent, et même certaines d'avant qui ont disparu, ont des tas de leçons à nous donner en termes de durabilité. Et comme on montre quand même que globalement, même si on sait faire dans nos labos, mais globalement à l'échelle de la société, on n'est quand même pas très très bon, ça vaut la peine d'élargir sa boîte à outils en ayant recours à toutes ces espèces et tous ces écosystèmes.
Alors, je dis tous ces écosystèmes aussi parce que ce qui est pour moi l'outil le plus précieux du biomimétisme, c'est cette liste de ce qu'on appelle les principes du vivant, qui sont les grands principes de fonctionnement du vivant. On a tendance à dire principe et pas loi du vivant, parce que le vivant est tellement foisonnant qu'il présente toujours des exceptions. Ce qui nous intéresse, c'est les grands principes que l'on retrouve à travers tous les écosystèmes et aussi toutes les espèces, hein, sachant que nous sommes nous-mêmes chacun des écosystèmes à nous tout seuls avec toute la flore que nous abritons. La flore intestinale, c'est celle qu'on connaît, mais toutes les autres aussi. Donc ça se passe vraiment à toutes les échelles. Et ces principes du vivant, voudrais vous en proposer une liste qui est une liste parmi d'autres. Il y a d'autres qui circulent, mais j'ai pris celle-là parce qu'elle est relativement simple et très facile à comprendre. Elle part d'un principe qui est au-dessus un petit peu de tous les autres. La vie crée et entretient les conditions propices à la vie, ce qui est déjà un beau programme, hein. Imaginez qu'on ait ça comme programme dans nos villes, par exemple, voilà, que nos villes créent et entretiennent les conditions propices à la vie. Ce serait pas mal. Si je vous les liste là rapidement, je vais vous laisser les lire. Enfin, je vais les lire tout haut, hein. Évite les toxiques persistants, utilise les déchets comme matériaux, ça c'est les fondements de l'économie circulaire. S'approvisionne localement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait à l'heure actuelle. Utilise l'énergie avec efficacité, flux solaire à 99%. Retiennent les processus qui soutiennent la vie. Ça paraît bizarre comme phrase, mais nous, notre économie favorise les processus qui ne soutiennent pas la vie. Pensez aux critères environnementaux, au manque de critères environnementaux chinois qui nous ont donné les panneaux solaires avec des empreintes toxicité très fortes. Rebondissent après les chocs, ça c'est la question de la résilience, s'appuient sur la coopération et la diversité, ne surexploitent pas leurs ressources, récoltent en permanence des informations et s'y ajustent. Alors c'est une liste qui n'est pas tout à fait exhaustive, mais même déjà comme ça, elle est longue. Et le principe de cette liste, c'est que si on ne suit pas tous les principes à la fois, ou pratiquement pas tous les principes à la fois, ça peut vite tourner au greenwashing. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler sur une question toxique, mais continuer à utiliser des énergies fossiles derrière ou à s'approvisionner de l'autre côté du globe, et auquel cas, on n'est pas encore là où on devrait essayer de parvenir, à mon avis ou à notre avis. Je ne parle pas qu'en mon nom, je parle au nom d'un certain nombre d'amis qui partageons cette vision des choses. Alors, avant de rentrer dans le sujet alimentation, j'ai voulu mettre aussi un petit spotlight sur un principe qui m'est très cher. On a écrit un bouquin entier avec Pablo Servigne là-dessus, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, sur le principe de la coopération, et de dire que l'inspiration écosystémique principale à laquelle je risque de faire référence, c'est la forêt. Et dans la forêt, il y a ce principe de coopération magnifique entre les plantes et les champignons, qui est une vieille histoire qui est connue déjà depuis plus d'un siècle. En fait, on sait que maintenant, à peu près plus de 90% des espèces de plantes fonctionnent avec des champignons au niveau de leurs racines, ce qu'on appelle les mycorhizes. Vous le voyez en illustration à gauche, vous voyez un petit pin qui a germé il y a quelques semaines. En jaune, en dessous du pin, des aiguilles du pin, ce sont les racines. Mais tout le halo blanc autour, c'est le mycélium, donc ce réseau de champignons, le corps du champignon, qui s'est connecté aux racines de l'arbre de façon tellement intime que si vous essayez de les séparer, vous déchirez tout, et qui en gros livre à l'arbre de l'eau et des sels minéraux en échange des sucres que l'arbre produit par photosynthèse, comme toute plante qui se respecte. Et cette relation, elle est inspirante pour nous, non seulement parce que ça montre que l'efficacité des plantes dépend en fait de cette bonne relation qu'ils ont avec les champignons, mais aussi parce que plus récemment, on a découvert que les réseaux de mycélium connectaient non seulement les petits arbres aux grands arbres, donc en gros les grands arbres qui sont bien à la lumière nourrissent les petits arbres, c'est les allocations familiales par l'intermédiaire des réseaux de champignons, et par ailleurs que ces réseaux de champignons connectaient aussi des arbres d'espèces différentes entre elles. L'arbre qui est toujours en meilleure forme va donner ses surplus aux arbres qui, eux, sont dans la difficulté parce qu'ils n'aiment pas la sécheresse ou parce qu'ils n'aiment pas le froid. Et tout ce petit monde cohabite du coup en suivant cet adage qui est ici anthropomorphisé à fond, mais qui est en attendant ce que l'évolution a retenu. Pour veiller sur ma santé, j'ai intérêt à veiller sur la santé des autres. Et cerise sur le gâteau, et ça nous inspire encore plus à cause de ça, tout ça se fait sans conseil d'administration.
Il n'y a pas de système centralisé au centre de la forêt. Tout ça se règle en intelligence à la fois connectée et locale. Et ça doit, je pense, beaucoup nous inspirer par rapport aux périodes à venir. Imaginez ce qui se passerait si, en plus du coronavirus, on nous coupait l'électricité et donc Internet. Il y aurait de la réorganisation locale à faire en réseau. Voilà, toujours en introduction, quel biomimétisme? Donc non seulement un biomimétisme orienté durabilité, mais orienté durabilité de façon, j'ai envie de dire, rigoureuse. Ici, j'ai repris les schémas du GIEC qui sont sortis déjà après les accords de Paris, où vous voyez en bleu la trajectoire d'émissions des gaz à effet de serre qu'il nous faudrait suivre si on voulait se limiter à une hausse de 2 degrés, et en mauve à 1,5 degré. Donc c'est ça. Cette trajectoire-là, c'est une trajectoire de baisse très rapide de notre consommation énergétique. Ça devrait s'appeler, mais on n'ose pas le dire encore tout fort, alors je vais le dire, ça devrait s'appeler de la décroissance. Ça, c'est de la décroissance, c'est en tout cas de la décroissance de l'utilisation des ressources non renouvelables. On peut discuter sur la croissance du reste, mais en tout cas, les ressources non renouvelables, on doit les faire décroître. Et comme on ne les fait pas décroître beaucoup, nous sommes dans une réflexion, je fais de nouveau un petit nous là, de se dire on va probablement à un moment donné avoir des ruptures assez brutales, et un des sujets clés pour ça va être l'alimentation, qui elle-même va se situer dans une autre vision qui est en train de monter, dont on parle de plus en plus, qui est la vision de l'économie régénérative, qui serait donc une économie qui non seulement arrête de faire des dégâts, on est encore loin du compte, mais surtout aussi qui reconstruit. Et si je regarde en gros ce que nous devrions faire pour être vraiment régénératif, c'est arrêter la production de poisons et de déchets ultimes, et si possible récupérer ceux qu'on a relâchés, ce qui ne va pas être facile. Dépendre exclusivement de l'énergie de flux, donc ça veut bien dire sortir des fossiles, ça ne veut pas dire diminuer, ça veut dire sortir des fossiles. Restaurer les écosystèmes, ça c'est le principe de base évidemment d'une économie régénérative. Fixer le carbone, donc non seulement il faut arrêter d'en émettre, mais il faudrait si possible en retirer un petit peu, un petit peu ou beaucoup de l'atmosphère. Changer radicalement d'indicateurs économiques qui ont tendance à nous faire aller dans l'autre sens. Et enfin, viser, pas oublier non plus de viser l'équité entre humains. On sait que tant qu'on n'a pas l'équité entre humains, ça va être difficile de demander quelque effort que ce soit, tant qu'il y en a qui caracolent en haut de la pyramide avec des consommations outrancières. Et une équité aussi avec le reste du vivant. Nous ne sommes pas les seuls concernés par ce qui se passe sur cette planète, le reste du vivant aussi. Voilà, alors j'en arrive à la question de l'agriculture, que j'ai nommée ici agriculture post-pétrole. J'aurais pu dire aussi agriculture biomimétique post-pétrole. Et j'ai pris comme les deux porte-drapeaux de cette agriculture l'agroforesterie et la permaculture. Je précise tout de suite que ces deux approches, agroforesterie et permaculture, ne doivent rien au biomimétisme, c'est plutôt le contraire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de montrer en quoi ces deux approches qui ont été lancées avant le biomimétisme durabilité sont en fait biomimétiques et donc correspondent à une adoption de toute une série de principes du vivant. En remettant ça dans le contexte de l'agriculture dont nous avons besoin maintenant, cette agriculture, évidemment, par définition, on parle de l'alimentation, est là pour produire de la nourriture, ça c'est sa définition pratiquement, doit donc réparer les écosystèmes. Le grand écosystème qui a été très abîmé par l'agriculture, c'est d'une part la forêt qu'on a beaucoup coupée pour faire la place, mais même une fois que la forêt est coupée, encore les sols. Vous savez que nos sols en agriculture industrielle ils sont pratiquement morts, ils ne sont pas tout à fait morts, mais en tout cas ils sont très loin de la source de vie qui peuvent être dans tout écosystème normal. De cette agriculture, on attend aussi à terme qu'elle produise davantage d'énergie et de matériaux, puisqu'il va falloir sortir des fossiles, et que les matériaux, donc pour l'énergie c'est donc clair, mais pour les matériaux, il y a beaucoup de nos matériaux de construction, par exemple, qui demandent énormément de combustibles fossiles en amont, et si on passe sur des matériaux issus du vivant, on peut y remédier, à condition de ne pas le faire en surexploitant le système. Et par ailleurs, il y a deux contraintes donc, que j'ai déjà citées, c'est de faire tout ça sans pétrole. Alors, on peut le voir comme une contrainte. Il faut se rappeler que l'agriculture a quand même été inventée il y a 10 000 ans et qu'elle a fonctionné sans pétrole pendant 10 000 ans, moins 150 ans, enfin moins 100 ans même exactement. Et par ailleurs, et ça c'est plus embêtant, avec un climat instable qui va changer en permanence les combinaisons sol, climat, plantes. Et donc qui nous demande là aussi de nous appuyer sur une diversité maximale. Alors j'en viens maintenant à
une approche un petit peu, comment théoriser une agriculture qui soit biomimétique post-pétrole et qui s'applique donc aussi bien à l'agroforesterie qu'à la permaculture et d'autres approches encore, qui est basée sur un papier écrit par un agronome de l'INRA, malaisieux. Il a appelé ça de l'écomimétisme. Donc on n'est pas loin effectivement d'un biomimétisme à l'échelle des écosystèmes, c'est une façon de le dire. Et pour lui, donc, il insiste sur 6 caractéristiques que je vais passer rapidement en revue. Vous aurez les slides après, si vous voulez y revenir, et la référence. Donc, pour lui, une agriculture écomimétique s'appuie sur 6 principes. Le premier, c'est d'utiliser des traits fonctionnels complémentaires pour assurer la production et la résilience. Ça veut dire s'appuyer sur la diversité, s'appuyer sur le fait que les arbres, les plantes herbacées, les champignons, par exemple, n'ont pas les mêmes fonctions dans un écosystème, y compris dans un écosystème cultivé, et que les fonctions et les traits des uns et des autres vont pouvoir rentrer en synergie. Donc ça, c'est vraiment un des principes de collaboration. Un deuxième principe qui est beaucoup plus simple à comprendre, c'est que pour maintenir la fertilité du sol, il faut toujours le garder couvert. Et couvert, évidemment, avec de la matière organique, qu'elle soit vivante ou morte. Tout simplement il y a 3 raisons, c'est très simple, hein, pour le protéger des intempéries, pour le protéger du soleil, parce que le soleil sur un sol direct, ça stérilise le premier demi-centimètre, ce qui n'est pas très bon pour la vie du sol. Et enfin, pour le nourrir, tout simplement, pour le garder vivant et pour que toute la vie du sol puisse continuer à se nourrir, il faut essayer de le garder couvert pratiquement tout le temps. Ce qui veut dire qu'on devrait à terme, culturellement, être choqué de voir des champs labourés qui restent sous la pluie d'hiver et même le soleil d'hiver, même si c'est un soleil plus doux, en attendant les semis. Bon, il y a de plus en plus d'utilisation d'engrais verts pour pallier à ce genre de choses, mais c'est une aberration que de transformer nos terres agricoles en désert 3 mois par an. Un troisième principe est de favoriser la collaboration plutôt que la compétition entre les plantes. Donc là, on va vraiment de façon plus approfondie dans ce sujet-là. L'exemple qui est donné ici est un vieil exemple. C'est un exemple de la culture du maïs traditionnelle chez les Amérindiens je dirais du Mexique et du sud des États-Unis, où ils mettaient ensemble le maïs, les haricots et les courges, les 3 plantes étant tout à fait complémentaires, les haricots apportant l'azote, hein, c'est une légumineuse, le maïs servait de tuteur et bénéficiait de l'azote en question, et protégeait en même temps partiellement les courges, qui peuvent aussi un petit peu grimper, et qui font surtout office de couvre-sol, justement, hein, le deuxième principe. Et en fait, il s'avère que quand vous mettez ces 3 cultures ensemble, même si bien entendu le maïs aura moins de rendement que sur une parcelle en monoculture intensive de maïs, en attendant, si vous mettez les 3, ce que vous sortez comme nutriments et comme quantité de nourriture d'une telle parcelle est largement équivalent entre la milpa des Mayas ou l'agriculture intensive la plus moderne de la Corn Belt aux États-Unis ou ailleurs. Un quatrième exemple, et vous voyez que j'en profite pour glisser des exemples qui ne sont pas que des exemples tempérés, c'est contrôler les ravageurs par des niveaux trophiques complexes. J'ai mis l'exemple du push-pull, qui concerne aussi le maïs. Vous voyez au centre, vous avez une culture de maïs. Entre le maïs, il y a une légumineuse, le desmodium, qui produit des substances volatiles qui vont d'une part éloigner certains insectes nuisibles, qui vont aussi gêner une plante. Donc les produits chimiques émis au niveau des racines vont gêner une plante qui est parasite du maïs, qu'on appelle le striga, qui est une plante parasite un peu comme du gui, mais qui pousse sur le maïs. Et puis ça, c'est pour le push. Et le pull, c'est les herbes, vous voyez, les napier grass qui sont sur les côtés du champ et qui vont attirer les chenilles des insectes, enfin des papillons ravageurs du maïs. Donc, qui vont plutôt aller ravager les napier grass plutôt que le maïs. Sachant qu'en plus, le desmodium, ce qui ne gâche rien, pourra servir de fourrage pour du bétail. Donc, il y a souvent moyen de combiner, en complexifiant l'écosystème, on combine plusieurs avantages. Alors, il m'en reste deux. Un principe numéro 5, c'est d'utiliser des alternatives biologiques ou des propriétés des plantes pour contrôler les ravageurs. Ici, j'ai pris un autre exemple tropical. C'est un thème qui a le vent en poupe pour l'instant. On fait pas mal de recherches sur ce qu'on appelle des champignons entomopathogènes, c'est-à-dire des champignons qui vont tuer les insectes. Et ici, vous voyez
Et donc, il suffit de pulvériser des solutions aqueuses de spores de champignons pour pouvoir limiter ou même tout à fait supprimer un certain nombre d'espèces d'insectes. Ça peut être assez spécifique ou assez général. Ici, c'est une espèce qui a été utilisée, enfin qui est utilisée surtout pour des parasites sur le bananier notamment et sur certains palmiers. Enfin, le sixième principe, qui est peut-être le moins simple à comprendre, reproduire les successions écologiques après dérangement. Ça part de l'idée que toute forêt va finir par brûler ou par être détruite par une tempête ou par des parasites, et que derrière cette destruction d'une parcelle forestière, il y a toute une succession qui va se remettre en place avec les espèces pionnières, puis des espèces de deuxième niveau, pour revenir à une forêt dite mature en fin de course. Et en fait, l'idéal est sur une parcelle, sur un maraîchage, par exemple, mais aussi les grandes cultures, de voir comment jouer sur le fait que ces différentes cultures représentent elles-mêmes différents stades de cette reconquête des strates après la disparition d'une forêt. Donc d'avoir nos espèces herbacées qui représentent un petit peu les espèces pionnières qui reviennent directement, et puis au fur et à mesure de rajouter des arbustes, puis des arbres, ce qui veut dire aussi qu'on donne une place très importante à l'arbre dans toute cette réflexion. Et le dernier slide vont parler de ça. Donc l'arbre au cœur de la ferme, ici vous avez une vue aérienne d'une ferme, tout ce qu'il y a de plus moderne aux États-Unis, qui utilise les arbres de façon assez importante en mélange avec des cultures, y compris des cultures assez classiques. Vous sentez ici sur la photo aérienne à quel point les arbres servent notamment à délimiter les courbes de niveau, c'est-à-dire à être dans leur rôle anti-érosif, qui est un des rôles des arbres qui est donné ici sur ce slide consacré à l'agroforesterie, donc qui montre à quel point les arbres ont des rôles multiples et variés, et à quel point le fameux remembrement de notre agriculture intensive en Europe et ailleurs a été en fait une erreur agronomique majeure quand on revient sur une agriculture qui ne peut pas s'appuyer sur cette abondance de combustibles fossiles. Donc je relis rapidement: amortisseur climatique, accumulateur d'énergie sous forme de carbone, régulateur et épurateur, mais il manque des choses que je ne vois pas. Oups. Voilà, bon, ben j'en arrive à mon dernier slide. Donc, finalement, la question qui nous est posée à travers la question de l'agriculture, comme les autres questions, c'est: pour sortir de la civilisation fossile, allons-nous nous préparer avec les principes du vivant? C'est ce que je pense qui est une des voies les plus sages. Je ne dis pas qu'il faut s'appuyer que là-dessus, mais je pense que c'est extrêmement important. Ou bien subir, ou bien ne pas nous préparer et que ça nous tombe dessus de façon un peu brutale. Et cette possibilité-là, je voulais l'évoquer à travers la phrase de quelqu'un qui nous inspire pas mal dans nos travaux en tant que lanceur d'alerte, qui est un astrophysicien qui a dit lors d'une de ses conférences, je pense il y a déjà 2 ans: nous sommes en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant, vous en conviendrez avec lui. Il n'est évidemment pas trop tard pour éviter que ce ne soit encore pire. Ça, pour l'instant, nous, c'est notre programme de travail, c'est de se dire: arrêtons de paniquer pour ce qui va nous tomber dessus et pour essayer de l'empêcher, parce que de toute façon, on risque de se prendre au moins une augmentation de 3 degrés. Il y a un consensus qui vient d'être, à l'occasion des 5 ans de Paris, il y a plusieurs scientifiques qui se sont reprononcés là-dessus. Par contre, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas préparé l'après. Même une planète avec 3 degrés de plus, nous continuerons à y vivre, nous et les autres espèces. Et il est temps de s'appuyer sur cette énorme expérience de 3,8 milliards d'années d'évolution du vivant pour trouver notre chemin dans cet imprévisible qui va nous tomber dessus plus ou moins vite et plus ou moins fort. Et voilà. Et là-dessus, je passe la parole à Delphine. Merci beaucoup, Gauthier Chapelle, pour cet exposé, pour les questions que vous soulevez et voilà, d'avoir partagé votre vision du biomimétisme en vous appuyant sur ces 6 principes pour une agriculture biomimétique. Je pense qu'on pourra peut-être voir dans quelle mesure on peut s'en inspirer aussi pour d'autres réflexions, d'autres développements dans d'autres secteurs. Je propose de passer directement la parole à notre second intervenant, Nicolas Van de Waal, parce que je trouve intéressant peut-être pour les participants de pouvoir confronter vos 2 approches et vos 2 terrains
d'expérimentation, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous questionner ensemble par la suite. Donc, Nicolas Van de Waal, je rappelle, est physicien, professeur à l'Université de Liège. Donc, il travaille en laboratoire où il développe notamment des travaux pour amener des technologies passives de capture d'eau pour alimenter des populations reculées. Et il va partager voilà, les travaux en cours dans son labo inspirés de biomimétisme. On m'a présenté tout à l'heure, donc je suis bien physicien à l'Université de Liège. Et parmi les différents sujets qui me motivent au laboratoire, il y a effectivement l'idée en fait d'étudier la capture d'eau ou du moins les interactions entre des gouttelettes d'eau et différents substrats. Alors je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc en fait, juste pour vous signaler que le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qui se fait également en collaboration avec un de mes anciens étudiants qui est maintenant professeur à l'ULB, Denis Torwagne, et donc qui est un sujet qui est financé par le FNRS et qui est aussi encadré par les deux universités au niveau de la valorisation parce qu'il peut y avoir des implications au niveau de l'économie circulaire, etc. Alors, le point de départ du projet, c'est, comme pour toute démarche, je veux dire, scientifique, et en particulier du physicien qui est très attentif au monde qui l'entoure, c'est la première étape, c'est donc bien celle de l'observation. Et si vous le savez, si vous vous baladez en zone aride, où parfois les conditions climatiques sont parfois extrêmes, eh bien, on se rend compte que la vie s'y est installée et peut même s'y développer. Et il existe en fait un très très grand nombre d'exemples. Ici, j'ai pris des végétaux et donc des différents organismes vivants. Vous avez par exemple des cactus qui peuvent se développer. Il existe aussi le cas de certaines mousses qui peuvent survivre en milieu très aride. Vous avez l'image centrale qui est le cas d'un lézard qui a en fait une forme très particulière qui a des cornes. Hein, et ces cornes ne sont pas là pour rien. Et vous avez la dernière image qui est un insecte en fait, qu'on trouve dans le désert de Namibie et qui est recouvert, en fait, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais qui est recouvert de petites épines. En fait. Et si on regarde tous ces organismes vivants, on se rend compte en fait qu'ils ont tous développé une stratégie pour collecter de l'eau. Et cette stratégie passe par différentes choses, comme par exemple la présence d'épines, d'aiguilles sur les cactus, des surfaces rugueuses, c'est le cas du lézard ou de l'insecte, parfois de parties hydrophobes ou hydrophiles, comme par exemple dans le cas du lézard, il a des parties hydrophiles qui permettent d'étaler tout liquide ou toute gouttelette qui parviendrait en fait à capturer. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la nature, mais il faut savoir que ce n'est pas réservé donc, à ces organismes vivants-là, qu'il existe aussi en milieu aride des régions où il est difficile en fait, d'aller pomper en fait, de l'eau. Hein, il n'y a pas nécessairement de source potable à proximité. Et dans ces régions, comme par exemple au Népal, au Chili ou encore au Maroc, dans l'Atlas, eh bien, on installe, pour alimenter en eau certains villages, on installe ce qu'on appelle des filets à nuages qui sont illustrés ici. Et vous avez en fait ici une vue rapprochée du filet à nuages. Et vous voyez qu'on capture effectivement de grandes quantités de gouttelettes d'eau. Et ces filets à nuages sont des systèmes qui sont passifs. Il n'y a aucune énergie injectée pour récupérer l'eau. On profite juste du passage de nuages ou de brouillards qui sont constitués, comme vous le savez, de toutes fines gouttelettes de liquide pour capturer ces gouttelettes. Et ça marche relativement bien dans le sens où vous voyez les chiffres là en dessous, c'est qu'on arrive à récupérer dans certains cas jusqu'à 1 litre d'eau par mètre carré et par jour, ce qui est quand même énorme au vu du système qui est installé. À l'inverse des organismes vivants que je vous ai présentés précédemment, il n'y a pas vraiment de recherche à ce niveau-là
pas véritablement de stratégie pour en fait optimiser en fait cette capture d'eau. On place les filets, on met des filets à patates, comme on le dit entre nous, et ça marche. Et on se satisfait de ce principe-là. Et en essayant en fait de copier donc par biomimétisme la nature, on pourrait, et ce sont les exemples que je vais vous montrer maintenant, on pourrait en fait optimiser, améliorer la situation et pourquoi pas installer ces filets à nuages, ces systèmes passifs pour en fait collecter de l'eau sans dépense d'énergie dans d'autres parties du monde. Alors, si j'essaye de caricaturer un petit peu la collecte d'eau, en fait, la collecte d'eau, que ce soit par les organismes vivants ou par le filet à nuages, c'est relativement la même chose. C'est basé sur 3 étapes importantes. La première étape, c'est en fait de soit condenser le liquide sur un substrat quel qu'il soit, ça peut être la carapace de l'insecte, ça peut être l'aiguille du cactus, ou alors, comme dans le cas des filets à nuages ici, capturer de fines gouttelettes qui sont déjà présentes en suspension dans l'air. Une fois qu'on a des petites gouttelettes qui se forment sur le substrat, quel qu'il soit, qui est représenté ici par la ligne verticale, eh bien, la seconde étape consiste en fait à accumuler ces fines gouttelettes et donc à former en quelque sorte de très grosses gouttes qu'on va ensuite transporter pour récupérer en fait le liquide. Donc il y a vraiment ces 3 étapes-là qui apparaissent partout, à la fois chez les organismes vivants et qui sont indispensables aussi pour cette collecte d'eau avec les filets à nuages. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment m'intéresser à la première étape ici parce qu'elle est très technique et elle fait apparaître un grand nombre de paramètres physiques comme des températures, des degrés d'hygrométrie dans l'air, etc. Donc c'est très très technique. Je vais plutôt en fait vous montrer, et il y a suffisamment d'exemples, qu'on peut rendre les processus plus efficaces par biomimétisme, tant pour l'accumulation d'eau que pour le transport d'eau sur ces structures. Alors la première étape, le premier exemple que je voulais donc, aborder avec vous, c'est justement l'accumulation d'eau. Alors, vous vous êtes déjà tous promenés en forêt ou vous avez déjà tous observé des végétaux après la pluie dans votre jardin ou dans un parc. Et vous avez déjà probablement tous constaté en fait que des arbres, ça a été mentionné d'ailleurs par Gauthier tout à l'heure, peuvent en fait capturer de très très grosses quantités d'eau. Et si on observe avec un certain regard, je veux dire, ces végétaux après la pluie ou après la rosée du matin, on constate en général que toutes ces gouttelettes vont s'accumuler sur les extrémités des ramifications des végétaux, que ce soit les aiguilles ici des épicéas ou les ramifications, les petites dendrites là qu'on observe sur les extrémités des végétaux. Et donc la question qu'on s'est posée à un moment donné, c'était de savoir quel est le rôle de ces ramifications pour justement accumuler des liquides. Et donc, juste un petit encadré très rapide. Si je veux suspendre une grosse gouttelette de liquide sur un substrat, donc par exemple une petite tige horizontale, donc ici qui est en laboratoire représentée par une fibre cylindrique, eh bien, la goutte que je peux y déposer et qui va y tenir, eh bien, ça sera autorisé pour autant que le poids de cette gouttelette va être tiré vers le haut, en quelque sorte, encore une fois, je caricature la physique grandement, par la fameuse tension superficielle, qui est une force qui a une origine moléculaire, mais qui a une présence bien concrète à l'échelle macroscopique, avec tous les liquides. Et cette tension superficielle vient retenir en fait sur le substrat, retenir cette gouttelette. Et en général, on a cette compétition entre la tension superficielle qu'on retrouve ici et le poids des gouttelettes, et donc le volume maximum que je peux accrocher sur une structure, donc les gouttes les plus grosses que je peux prévoir sur une structure, ça va véritablement dépendre de cette balance entre la gravité qu'on reconnaît là en dessous et la tension superficielle qui est au-dessus,
Petit a ici, c'est simplement la taille des structures, donc le diamètre de la fibre qui est là, et le xi, c'est juste un paramètre géométrique, c'est pas très grave. Donc c'est la seule formule que je vais vous présenter aujourd'hui, juste pour vous rappeler qu'il y a une espèce de balance, compétition entre la gravité et la tension superficielle. Et bien justement, lorsqu'on a des ramifications dans le cas des végétaux, eh bien ça va se compliquer un petit peu, parce qu'on va devoir placer ses forces. Le poids est toujours dirigé évidemment dans le sens de la gravité, mais la tension superficielle va pouvoir changer d'orientation, ce qui va éventuellement former de plus petites gouttes ou de plus grosses gouttes qui vont pouvoir s'accumuler sur ces végétaux. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a en laboratoire, ça fait partie de la démarche, encore une fois, du scientifique, on a reproduit ce qui se fait naturellement à l'extérieur, dans la nature. On a en fait généré des ramifications avec des petites fibres, avec différents angles, et on a essayé de comprendre ce qui se passait. Et donc, si je fais varier l'angle, l'ouverture, par exemple, entre deux aiguilles ou entre deux petites branchettes à l'extrémité d'une plante, eh bien, on voit en fait que la forme de la gouttelette, vous le voyez ici, lorsque je fais varier l'angle jusqu'à 90 degrés, donc 180 degrés ici pour l'angle complet, qui était le cas de la diapositive précédente, on voit en fait que la forme de la goutte change complètement, mais aussi son volume. Parce qu'ici, ce que je représente sur les images, ce sont les volumes maximales que je peux faire tenir sur cette structure. Et on voit en fait qu'il y a des gouttes énormes qui peuvent être accumulées lorsqu'on a des angles bien spécifiques. Et si vous reprenez les photographies que j'ai ici, ça correspond grosso modo aux angles qu'on observe dans la nature. Donc on a étudié ça, on a modélisé, je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs, on n'est pas là pour ça, bien évidemment, mais on peut montrer par exemple qu'en fonction de l'angle entre 0 et 90 degrés, là, donc le demi-angle d'ouverture de la ramification, on retrouve ici, eh bien, on peut montrer qu'effectivement, le volume maximal atteint par la goutte ici, eh bien, va présenter un maximum, un optimum, en fait, en fonction de cet angle, et que l'angle optimal est aux environs de 21 degrés. Et donc, si je veux optimiser mon filet à nuages que j'ai présenté tout à l'heure, l'idéal, en fait, est de ne pas utiliser n'importe quel type d'angle ou de maille de mon filet à nuages, mais d'utiliser en fait un angle bien spécifique en s'inspirant de la nature, ce qui permet en fait de multiplier par 3 le volume en fait que l'on arrive à collecter. Et donc c'est non négligeable, quand même un facteur 3, juste en changeant la géométrie, l'angle du système. Et donc pour le moment, on est occupé à tester des prototypes en situation réelle pour prouver évidemment que ça marche. Alors, il y a juste une petite remarque. Vous pourriez me dire, ben oui, et si je diminue même la taille des mailles que je présente ici, je peux même avoir beaucoup plus de gouttes qui se forment sur mon filet. Et donc, j'augmente encore plus mon effet d'accumulation. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si vous réduisez la taille des mailles, donc si vous prenez la maille qui est ici et qui se réduit, eh bien la goutte va en fait recouvrir la maille. Et donc vous allez boucher, c'est ce qu'on appelle le clogging qui est écrit ici, vous allez finir par boucher votre filet à nuages. Et ça va empêcher en fait d'attraper les gouttes suivantes, parce que comme les gouttes sont en suspension dans l'air, elles vont en fait, l'air va circuler, au lieu de circuler à travers le filet, l'air va circuler autour du filet et vous n'attraperez plus rien. Donc il faut jouer à la fois sur la taille des mailles, donc la géométrie est très importante, et l'angle de ces différentes figures. Alors, l'autre exemple que je voulais vous présenter, c'est l'exemple inspiré du cactus. Donc, on a vu sur la première image que les cactus ont des épines en milieu désertique. Et ici, je vous présente deux petits films qui sont, j'espère que vous les voyez correctement. Donc, en fait, on a placé sous l'objectif d'un microscope une de ces aiguilles de cactus. Vous voyez que la géométrie est une géométrie conique, avec des petites barbes à l'extrémité et des sillons. Et lorsqu'on place cette épine de cactus dans une chambre à brouillard, donc on sature l'air en gouttelettes et en humidité,
Eh bien, les petites barbes vont servir de ce qu'on appelle en physique le centre de nucléation, donc elles vont favoriser l'apparition de petites gouttelettes le long de l'épine. Puis ensuite, ça c'est la première étape de la collecte d'eau que j'avais présentée tout à l'heure. La deuxième étape, c'est la formation de grosses gouttes, vous les voyez là. Et une fois que les grosses gouttes se sont formées, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la goutte se déplace toute seule de la droite ici vers la gauche. Donc elle va en quelque sorte vers la plante, en quelque sorte. Et si on pourrait se dire, bah, c'est juste un effet, un artefact de l'expérience, eh bien pas du tout, parce que si on place par exemple l'aiguille vers le bas contre la gravité, on arrive même à avoir des gouttelettes qui remontent, on le voit sur la deuxième vidéo, on voit les gouttes qui remontent le long de l'aiguille. Alors pour expliquer ce phénomène, ben, je reviens en fait sur le petit schéma qui est situé en dessous. Donc j'ai schématisé une forme conique. La goutte qui se forme, elle a tendance à s'empaler en quelque sorte sur le cône. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est que comme le rayon du cône augmente vers la plante et diminue vers l'extrémité du cône, eh bien, on ne va pas avoir le même contact de la goutte des deux côtés. Et ça va résulter, on peut faire le calcul en physique, et on peut montrer que la tension superficielle, donc la force qui retient les gouttelettes sur ces structures, va être différente à gauche et à droite. Et donc, c'est comme le tir à la corde quand on joue dans la cour de récréation, ben, c'est le plus fort qui va gagner. Et donc, c'est la force qui est dirigée vers la droite, vers la plante, qui va tirer la goutte vers elle. Donc, c'est uniquement la forme géométrique des aiguilles qui permet en fait ce mouvement particulier qui est donc dû à la capillarité. C'est pour ça qu'on appelle ça le transport capillaire. Donc ça, c'est évidemment une explication un peu simpliste, mais il y a moyen de faire les calculs. Alors, encore une fois, démarche du physicien, eh bien, on peut reproduire ces aiguilles de cactus, où vous avez ça exactement pour certaines mousses, hein, à différentes échelles, et vous pouvez les reproduire en laboratoire par impression 3D. Donc, on utilise notre imprimante 3D, on fabrique des petits cônes avec par exemple des longueurs différentes ou des angles. Donc ici, les angles d'ouverture des cônes ne sont pas les mêmes. Ici, vous avez 2 fois 4 degrés et celui-ci a un angle d'ouverture de 6 degrés. Et puis, on y dépose des gouttelettes et on voit en fait que ces gouttelettes, sur les vidéos, ça se voit très très bien, eh bien, se déplacent sur les cônes. Donc, ça fonctionne aussi en laboratoire. Ce n'est pas seulement réservé aux épines, aux aiguilles de cactus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? En tant que physicien, eh bien, on mesure la position de la gouttelette en fonction du temps. Et donc, on peut mesurer les vitesses. Et on voit évidemment que, comme la vitesse, c'est la pente de ces différentes courbes, on voit qu'au cours du temps, la vitesse diminue, ce qu'on voit aussi sur les petites vidéos, et que ça dépend très, très fortement de l'angle d'ouverture des aiguilles. Donc, au plus les aiguilles seront, en quelque sorte, fines, hein, pointues, eh bien, au plus vous allez accentuer l'effet, mais ça ne dépend pas seulement de la forme des aiguilles, ça dépend aussi des gouttes, parce qu'au plus le volume de la goutte sera important, c'est le cas entre les deux vidéos ici. Ici, on a une goutte plus volumineuse qu'en dessous, et vous voyez que la vitesse est fort différente. D'où l'intérêt, encore une fois, d'accumuler de grosses gouttes pour les transporter plus facilement. Et donc là, on déplace du liquide sans dépenser de l'énergie. C'est ça qu'il faut. Alors, donc ça, c'est ce qu'on étudie en laboratoire. On a même pu modéliser ce genre de choses. Donc, vous avez exactement les mêmes courbes que précédemment, sauf qu'ici, j'ai présenté la vitesse, non seulement, non plus maintenant au cours du temps, mais en fonction de l'inverse de la position de la goutte, pour vérifier que, par exemple, on a 2 régimes. On voit bien en fait ici que la goutte démarre là et puis on se dirige vers des plus faibles vitesses, hein, selon cet axe-ci, et qu'on a en fait 2 pentes dans ce diagramme. Et ces 2 pentes correspondent en fait à 2, c'est ce qu'on a découvert au labo, 2 régimes différents. Vous avez d'abord au tout début que la pointe est très fine, la goutte peut s'empaler dessus correctement et enrober toute l'épine, tandis que quand elle va s'empaler de plus en plus sur la goutte, eh bien, à un moment donné, elle ne va pas pouvoir recouvrir l'ensemble du cône, et à un moment donné, la gravité va gagner et la goutte se retrouvera en dessous, ce qui va changer la balance
des tensions superficielles, et ce qui va changer en fait la dynamique. Donc c'est juste pour vous dire que la physique permet en fait de bien comprendre en fait ce processus qu'on observe un peu partout dans la nature, et donc on peut en profiter pour aussi le cas qui nous occupe. Alors bon, on pourrait imaginer des filets à nuages constitués de petites épines partout. Ça, c'est dans les cartons, c'est dans nos plans. On n'a pas encore été jusque-là. Par contre, ce qu'on a fait et qui utilise le même principe, c'est d'utiliser des filets qui ont des fibres, maintenant, qui varient en fonction de l'endroit où on se trouve. Si vous placez une grosse goutte qui glisse sur un filet à nuages, elle aura tendance par inertie, hein, c'est la même chose en voiture dans un virage, vous avez tendance en fait à aller tout droit. Et grâce à la friction que vous avez avec vos pneus sur la route, vous arrivez à rester dans le virage. Et donc une goutte, c'est exactement la même chose. C'est une voiture sans roue, et donc elle aura tendance à aller tout droit. Si par contre, vous avez maintenant des fibres qui ont des tailles différentes, c'est le même principe. La goutte va être attirée chaque fois par les diamètres plus importants, et j'arrive à contrôler maintenant la trajectoire de chacune des gouttelettes sur la structure. Et donc, simplement en réfléchissant à ce problème, on arrive à designer en fait, des filets à nuages qui permettent en fait, non seulement de capturer de l'eau, mais de transporter les gouttes exactement là où on veut qu'elles aillent. Donc ça, c'est assez bluffant comme application. Alors, si on veut aller un peu plus loin, donc ça, ce sont des expériences qu'on n'a pas encore, qu'on a déjà réalisées en laboratoire, mais on n'a pas encore publié. Donc, je vous explique en gros les principes qui nous motivent pour le moment. Là aussi, on regarde ce qui se passe du côté du monde végétal. Vous avez ici une plante carnivore. Donc, les petits insectes rentrent. On reconnaît ici la poche qui va en fait dissoudre l'insecte quand l'insecte va se retrouver piégé là-dedans. Et sur le petit chapeau au-dessus, pour empêcher que l'insecte remonte, eh bien, on a toute une série de petits poils avec un liquide, avec un lubrifiant, pour que l'insecte n'arrive pas à s'accrocher et tombe en fait dans le puits de la plante carnivore. Et en zoomant sur cette structure-là, qu'est-ce qu'on observe? On observe en fait toute une série de petits poils. Et donc, ça ressemble à nos aiguilles de tout à l'heure. Et en fait, en suivant en fait, le mouvement des liquides sur ces petits poils de plantes carnivores, dans cet article assez récent, on s'est rendu compte en fait, que le liquide, pour lubrifier correctement la surface, eh bien, atteignait en fait ce qu'on appelait des super vitesses. C'est-à-dire que le liquide en fait, avançait beaucoup plus vite sur ces petits poils-là que ce qui n'était prévu dans la théorie. Donc ça, c'est un peu bizarre. Mais en regardant au microscope, on s'est rendu compte que c'est un petit, vous voyez, il y a une sous-structure, il y a des rainures ici, tout du long. Et ces petits poils de plantes carnivores ont exactement le même genre de structure. Et on a pu montrer, toujours dans cet article, que ça favorisait en fait l'apparition de ces super vitesses, donc de gouttelettes qui se déplacent extrêmement vite sur ces structures. Et donc, encore une fois, rebelote au laboratoire, on reproduit en grand, en quelque sorte, et dans le cadre d'un système modèle, ce que la nature fait très bien, c'est-à-dire qu'on a commencé à imprimer à 3 dimensions des cônes rainurés. Vous voyez des images ici. Et on refait les expériences. Donc, vous avez des résultats préliminaires ici. Vous avez des petites vidéos. Je vais peut-être la recommencer parce que je vois que… hop. Oui, là, elle démarre. Et on voit en fait qu'effectivement, sur le cône du dessus, on ne le voit pas très bien sur la vidéo qui est rainurée, la goutte monte plus vite que sur la vidéo du dessous. On n'a pas encore réussi à produire des super vitesses. Dans notre cas, on essaye de comprendre pourquoi, mais je pense qu'on est sur une bonne piste, on tient une bonne piste pour le moment. Et donc, je pourrais vous expliquer ça l'année prochaine, lors d'une conférence prochaine. Alors, la dernière perspective,
c'est démontré en fait par un de mes derniers chercheurs au laboratoire, qui est mon fils, qui en fait vous présente une structure qui est découpée en fait. C'est ce qu'on appelle non pas un origami, parce que ce serait plutôt un pliage d'une feuille. Dans son cas, c'est un kirigami, c'est-à-dire un ensemble de petites coupures, de petites découpes dans une feuille. Et vous voyez qu'à partir d'une structure compacte, il l'a étirée et on obtient en fait une espèce de structure avec tout un tas de trous qui ressemble en fait comme deux gouttes d'eau, si je puis m'exprimer comme ça, à nos filets à nuages de tout à l'heure. Et donc ça nous a inspiré. L'art aussi, il n'y a pas que la nature qui nous inspire, il y a aussi l'art japonais dans ce cas-ci, pour nous inspirer, pour optimiser nos fameux filets à nuages. Et vous avez ici à droite un filet à nuages qui est en fait un kirigami également, extensible. Et vous observez en fait les différentes mailles de ce filet à nuages. Et figurez-vous que ces mailles sont anti-clogging, donc elles ne vont pas se boucher par des gouttelettes lorsque le filet va commencer à capturer des gouttes, simplement parce que le vent va en fait ouvrir chaque fois ces différentes mailles de ce filet en forme de kirigami. Et donc c'est ça qu'on développe pour le moment. On a des prototypes qui vont bientôt être installés en fait à différents endroits. On pense par exemple aux stations de l'Université de Liège, comme au Mont-Rigi, ou à la station océanographique à Starrez. Voilà, moi je voulais terminer ici ma petite présentation et j'espère que j'ai pu vous montrer qu'en s'inspirant de la nature, on pouvait avoir tout un tas d'idées pour améliorer en fait et optimiser la collecte d'eau avec ces différentes structures. Voilà, je vous remercie.